qu'on a tous des objets qui tombent en panne comme ça, sans raison apparente. Une des explications, c'est l'obsolescence programmée. Mais c'est quoi l'obsolescence programmée? Eh bien, ce sont toutes les techniques des fabricants pour réduire la durée de vie de nos produits et nous pousser à en acheter encore, encore et encore. Le problème, c'est que la production de tous ces objets a un coût, pour nous les citoyens, mais aussi pour l'environnement et la société. Par exemple, saviez-vous qu'il faut extraire 70 kilos de matières premières pour produire un seul et unique smartphone? Ou que pour fabriquer un t-shirt, il faut l'équivalent de 70 douches? Face à cela, l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a été créée en 2015 pour promouvoir l'allongement de la durée de vie des produits. Notre objectif? Agir sur tous les acteurs de la société, citoyens, institutions et entreprises pour faire changer les choses. À cet égard, l'équipe de HOP informe et sensibilise les citoyens aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques de l'obsolescence programmée grâce à des événements, des conférences, mais aussi sur Internet grâce au site produitsdurables.fr. Nous agissons auprès des institutions pour changer les lois et obliger à inscrire dans le marbre de nouvelles normes telles que le renforcement de l'information et des garanties, des instruments pour faciliter la réparation des produits et obliger les entreprises à être plus responsables. D'ailleurs, notre dernière mission est celle d'accompagner les entrepreneurs qui souhaitent fabriquer des produits plus durables ou proposer des solutions alternatives au tout jetable et montrer que c'est possible. C'est le club de la durabilité. Mais pour faire tout ça, on a besoin de vous. Si vous aussi, vous souhaitez agir pour une société qui retrouve du sens et un monde durable, signez le manifeste de HOP et adhérez à l'association sur haltobsolescence.org. Bonsoir. Bon, on l'a bien compris, votre combat, c'est l'obsolescence. Et je pense qu'on le vit au quotidien. C'est quand même un non-sens quand on a un objet qu'on a acheté et qui ne marche plus. Bon, c'est un non-sens économique. Et on comprend aussi, même avec la vidéo, c'est un non-sens écologique. Mais vous avez changé les règles du jeu. Vous avez changé de regard, comme disait Elsa en ouverture, sur cette problématique-là. Vous avez fondé à l'origine Halte à l'obsolescence programmée. Et puis ensuite, maintenant, vous dirigez le club de la durabilité. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui fellow Ashoka, donc la crème de l'entrepreneuriat social. J'aimerais savoir comment vous avez commencé, quel premier constat vous avez fait à l'origine de vos initiatives. Merci beaucoup. C'est difficile de passer après toutes ces belles histoires touchantes. Et je voulais aussi remercier Sébastien et Émilie parce que c'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas du tout Ashoka et j'ai appris en arrivant à connaître cet écosystème très bienveillant avec beaucoup de belles personnes. Et à chaque fois que je viens, je découvre des nouvelles belles personnes. Donc ça me fait vraiment un plaisir d'être ici. Alors pour répondre à ta question, comment tout ça est venu en fait, en 2012, moi, je travaillais au Sénat. J'étais collaboratrice parlementaire et j'ai vu un documentaire comme quoi les journalistes ont un grand rôle à jouer. Et ce documentaire, ça s'appelle Prêt à jeter. C'était sur l'obsolescence programmée. C'était un concept que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touchée. Parce que, à la fois, c'est un sujet environnemental très important. Et en même temps, ça a ravivé beaucoup de colère et d'incompréhension de pourquoi est-ce qu'on fait des produits qui sont conçus pour ne pas durer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un collant plus de 3 fois, pourquoi est-ce que nos téléphones tombent en panne de manière prématurée, etc. Et donc, le lendemain, je suis allée voir le sénateur pour qui je travaillais et je lui ai dit, vu qu'on est là au Sénat, on devrait faire une loi contre l'obsolescence programmée, c'est un sujet hyper important. Et il m'a regardé, il m'a dit, ça a l'air chiant votre truc. Mais comme je suis un petit peu déterminée, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit oui, mais c'est très important. Et comme il me connaissait un petit peu, il m'a dit faites ce que vous voulez. Et donc, du coup, j'ai pris l'habit un peu du sénateur avec sa bienveillance et j'ai auditionné toutes les parties prenantes. Et au final, avec les administrateurs du Sénat, évidemment, j'ai créé une première proposition de loi pour faire de l'obsolescence programmée un délit.
Et par voie d'amendement, etc., cette proposition de loi est devenue effectivement un délit en 2015. Et ensuite, je suis partie aussi voyager, ce qui m'a beaucoup nourrie. Et pendant 8 mois, où j'ai aussi expérimenté moi-même, parce que tout ça, c'était assez théorique quand même, pour moi, même si ça me parlait beaucoup. Dans ma vie quotidienne, voilà, je consommais comme tout le monde finalement, sans trop me poser de questions. Et après, je suis partie voyager et avec un sac à dos qui au début pesait 15 kilos. Au bout d'un moment, c'était lourd, surtout que je ne suis pas très robuste. Et donc, j'ai vidé la moitié de mon sac et j'ai expérimenté cette sobriété que j'ai trouvée très heureuse, libératrice. Et j'ai été aussi à la rencontre de peuples qui vivent avec rien. Et en même temps, j'ai vu la conséquence concrète des déchets. Quand j'achetais un petit sneakers, je le mangeais tranquillement. Et puis, en fait, je me baladais. Et là, au détour d'une rivière, je voyais que la poubelle, c'était là. Et que cette eau de la rivière servait à alimenter des personnes autour. Et donc, la pollution, je l'ai constatée de mes propres yeux. Et en revenant ici, je me suis bien rendu compte que ce n'est pas parce qu'un déchet est invisible qu'il n'existe pas et qu'il n'a pas d'impact. Et donc tout ça m'a donné envie d'agir après de manière beaucoup plus concrète. Et puis j'ai revu des amis qui savaient que j'étais un peu obsédée avec l'obsolescence programmée. Et ils m'ont dit, alors cette loi, maintenant, elle est rentrée en vigueur, ça va servir à quoi? Et je leur ai répondu, ça va servir à rien. Parce qu'une loi toute seule, ça ne sert à rien. Il y a énormément de lois, il y a une inflation législative. La plupart des lois, vous ne les connaissez pas, vous ne les appliquerez jamais. Et puis tout seul, avec votre bouilloire ou votre ordinateur portable, vous n'irez jamais porter plainte pour obsolescence programmée, qui d'ailleurs est un délit pénal. Voilà, vous n'y arriverez jamais, je vous le dis. Donc clairement, il y a eu le besoin de se dire il faut qu'on agisse à un niveau plus collectif et qu'on se mette ensemble, comme toutes les histoires qu'on vient d'entendre finalement, c'est le fait d'être ensemble qui va nous rendre plus forts. Et donc on a créé l'association HOP en 2015, et voilà, pour vraiment mettre en œuvre cette idée et aller aussi beaucoup plus loin que le problème de l'obsolescence programmée qui est un peu la pointe émergée de l'iceberg. Incroyable déjà. Donc, en partant d'un documentaire, ensuite arriver déjà à faire changer la loi, ce qui est déjà incroyable, ça vous ne suffit pas et vous voulez le faire appliquer. Et quels moyens vous avez trouvé pour la faire appliquer exactement avec halte à l'obsolescence programmée voilà, quel mécanisme vous avez trouvé? Alors tout de suite, c'est vrai que j'avais un projet un peu plus ambitieux. Je voulais hacker le système un peu parce que finalement, l'obsolescence programmée, j'avais bien conscience que finalement, même si on arrivait à combattre un phénomène, le problème, la racine du problème de l'obsolescence programmée, elle est économique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'obsolescence programmée? C'est qu'on veut vendre plus, on veut de la croissance économique, donc il faut retrouver un moyen de renouveler les produits. Une machine à laver, si vous la gardez 50 ans, vous n'en achetez qu'une ou deux dans votre vie. Et au final, ça ne fait pas beaucoup de business. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'emplois, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour allonger la durée de vie des produits, ce qui est essentiel pour pouvoir habiter une planète soutenable pour nous, pour nos enfants, etc. Et en même temps, faire en sorte qu'on puisse quand même continuer à vivre, à avoir des emplois, etc. Et du coup, il fallait vraiment s'intéresser au problème de manière systémique. Et c'est pour ça que j'ai voulu à la fois créer toute une communauté pour pouvoir représenter les consommateurs, comme je disais, être plus forts ensemble, démontrer que ce n'est pas un cas de bouilloire problématique, mais énormément, on a tous un problème, tous ceux qui avaient un problème sur la même bouilloire, en tout cas, se manifestent pour qu'on puisse vraiment le combattre d'un point de vue juridique, maintenant qu'on en avait les outils, mais aussi aller plus loin et se dire comment on démontre qu'un autre modèle économique est possible. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi le club de la durabilité avec des entreprises engagées. Et ça m'a permis d'être encore plus pertinente, en tout cas convaincante, sur des propositions pour allonger la durée de vie des produits. Parce que l'ambition, c'est pas juste d'attaquer l'obsolescence programmée, mais c'est de faire en sorte que tous nos produits durent plus longtemps, soient plus réparables. Et donc, le fait de s'appuyer à la fois sur les consommateurs et sur les entreprises qui montrent
ou qui se mettent avec moi pour dire oui, cette idée elle est bonne et il faut aller vers ça, eh bien ça fait qu'on a réussi à obtenir des vraies victoires au niveau plaidoyer, d'influencer les décideurs publics et politiques, mais aussi des entreprises, et surtout les entreprises qui n'avaient pas envie d'y aller, de leur forcer un petit peu la main en faisant des lois et des normes qui s'imposent à tous en France, dans le monde entier, parce qu'on s'attaque à Apple, à Samsung, à tous les géants des multinationales. Et finalement, eh bien, voilà, par tous ces modes d'action, on arrive à des vraies victoires et à des changements qui font qu'aujourd'hui, nos produits prennent cette direction un petit peu plus qu'avant. Et donc ça, c'est voilà, c'est comme ça qu'on agit. Oui, donc on comprend bien que les industriels ont intérêt à aller vers plus d'obsolescence pour leur modèle économique actuel. Et comment vous avez réussi à les convaincre de passer à autre chose? Est-ce que vous avez des fiertés, un peu d'avoir réussi à amener un shift sur une entreprise qui est allée vers un modèle plus durable, sans obsolescence, tout en gardant un modèle économique viable? Ça, c'est ambitieux, c'est l'ambition, justement. On a deux manières, un peu, la manière douce et puis la manière moins sympa. Toujours avec un sourire, parce que ça passe mieux. Mais du coup, pour ceux qui pratiqueraient l'obsolescence programmée, eh bien, vu que quand même on a obtenu un délit, on ne s'en prive pas. Donc on a, par exemple, déposé plainte contre Apple en 2018 et ils ont été condamnés à 25 millions d'euros d'amende. Puisqu'ils faisaient des mises à jour qui ralentissaient les téléphones et ils savaient très bien qu'en proposant ces mises à jour, ça allait faire dysfonctionner nos smartphones. Donc là, ils ont été condamnés et ensuite, on a déposé une plainte aussi contre Epson qui est toujours en cours et une nouvelle plainte contre Apple, désolé. Et donc là, c'est pour entrave à la réparation parce qu'entre-temps, on a aussi obtenu des nouveaux délits, des nouvelles avancées. Et donc, l'idée, c'est de toujours tester le droit et faire en sorte qu'on n'obtienne pas une loi comme ça qui ne serve à rien, mais vraiment qu'elle soit appliquée et que les fabricants savent qu'elle existe. Et du coup, juste une loi et juste 25 millions d'euros d'amende, finalement, ce n'est pas grand-chose pour Apple. C'est une goutte d'eau pour eux. Mais déjà, ça ne s'applique qu'en France. Il y a eu des répercussions au niveau international avec d'autres juridictions, d'autres amendes. Mais aussi, le plus gros impact, un des gros impacts, c'est l'impact de la réputation. Et donc ça, le fait de seulement porter une plainte, on en parle dans tous les médias, et d'un coup, on a des gens qui se posent la question avant d'acheter leur Apple, si c'est vraiment la meilleure chose à faire, et s'ils ne vont pas se faire arnaquer avec de l'obsolescence. Et également, Apple, du coup, se dit, en termes d'image, je vais peut-être faire mieux, je vais peut-être montrer que je ne fais pas d'obsolescence en améliorant la conception, etc. Donc ça, c'est une première manière, un peu le bâton. Mais après, la carotte, c'est aussi d'embarquer tout le monde. Et pour ça, par exemple, on a obtenu récemment l'indice de réparabilité, que vous avez peut-être déjà vu en magasin, pour des ordinateurs, des smartphones, des lave-linges, des lave-vaisselle maintenant, des aspirateurs. Vous avez une note sur 10 en magasin, à côté du prix, en ligne ou en magasin. Et du coup, vous pouvez vraiment savoir si le produit est conçu pour être réparé et réparable. Donc ça, c'est toutes les marques qui doivent le faire de manière obligatoire dans tous les magasins. Et du coup, ça change le jeu parce que le consommateur a une information, il n'est plus dans cette asymétrie de se dire, à part le prix et ce qu'on veut bien me dire du produit, je ne sais pas finalement lequel va durer le plus. Est-ce que je mets de l'argent dans un produit qui finalement va tomber en panne dans 2 ans donc finalement, je vais acheter le moins cher et ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc finalement, l'indice de réparabilité, il permet aux consommateurs de sortir de cette aliénation aux marques quelque part. Et en même temps, ces entreprises elles-mêmes, elles ont plutôt intérêt à améliorer leur conception parce qu'elles sont en concurrence et que ça se voit puisqu'il y a une note. Et si elles ne sont pas du tout réparables, eh bien ça se voit vraiment aussi. Donc ça, c'était une première victoire. Et là où je suis encore plus contente, c'est que moi, ce que je voulais, c'était vraiment l'indice de durabilité. Et ça va entrer en vigueur l'année prochaine. Et on y travaille actuellement parce qu'un produit qui est réparable, c'est bien. Un produit qui dure sans panne et qui est fiable et que vous n'avez pas besoin d'aller amener à réparer à vos frais, c'est mieux.
Et donc ça, c'est vraiment une belle victoire parce que là, on a touché vraiment le cœur du problème de la durabilité, de la fiabilité, un sujet qui était très tabou pour les entreprises et qu'on a réussi à mettre dans la loi. Et donc ça, on en est très heureux. Et là, en plus, on arrive à influencer au niveau européen avec un Repair Score qui arrive sur les smartphones et les tablettes. Et donc là, c'est même plus seulement la France qui est pionnière, mais toute l'Europe qui va être concernée de manière obligatoire. Et voilà, c'est ce genre de sujet dont on est content pour faire avancer les choses. Il y a le Yucca des objets. Un grand bravo pour toutes ces réalisations, ces applications de la loi simplement déjà, et puis après ce Yucca des objets finalement qu'on retrouve en magasin après. Et j'avais une dernière question pour finir, un peu plus globale. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes qui ont envie de s'engager et qui voient des dysfonctionnements comme l'obsolescence? On a l'impression qu'on n'y peut rien et peut-être on y peut quelque chose. Quel conseil pourriez donner? Je pense clairement que chacun a un rôle à jouer et moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Déjà, je pense que du coup, la première leçon de ça, c'est quand on a un rêve, il faut vraiment l'accomplir et ne pas avoir peur. Faut y aller. Et c'est pas Abdelali qui me contredira là-dessus, je pense, et ni Laurent. Il faut vraiment y aller. Et moi, par exemple, à la base, j'avais vraiment envie de voyager. Je suis partie toute seule, en sac à dos. On m'a dit, mais tu vas pas t'ennuyer, t'as pas peur? Bah non, voilà, j'y suis allée. Et ça m'a donné derrière beaucoup de force, beaucoup de courage. Ça m'a montré qu'on pouvait se débrouiller tout seul parce qu'on n'est jamais seul. En fait, on peut toujours trouver à être accompagné des personnes, des inspirations, etc. Et après, évidemment, quand je suis rentrée, j'ai pas créé ça tout seul. Donc, faut suivre ses rêves. Il faut s'accompagner, il faut être accompagné, il faut s'entourer. Parce qu'en effet, comme l'a dit notre nouvelle amie d'Ashoka, Lucie, pardon, on fait rarement les choses tout seul, isolé, comme un loup blanc de son côté. Bien sûr, on peut avoir des idées, on peut être déterminé. Et ça, c'est un autre conseil que je donnerais, c'est d'être vraiment déterminé. Mais en même temps, clairement, on fait pas tout seul. Et donc, moi aussi, ça comptait beaucoup pour moi d'arriver à Ashoka parce que même si j'ai une association avec plein de membres, etc., et des bénévoles qui ont fait d'ailleurs cette petite vidéo que vous avez vue, eh bien, le fait d'être dans Ashoka, c'est aussi ne pas être seul, ne pas être isolé. Et pour moi, ça comptait beaucoup. Donc, merci Elsa et à toute l'équipe. Et je pense que comme ça, on va pouvoir décupler encore nos forces. Et merci Edouard Malo et à tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure. Bienvenue. T'as la chance, t'en as deux. J'avais pas compris la consigne. Et donc, je croyais qu'il fallait choisir un livre dans notre bibliothèque qui parlerait à la personne, donc à toi. Mais donc, je suis quand même hyper heureux de t'offrir ce livre-là. Il a l'air super, on m'en a dit du bien. J'ai lu la 4e de couverture, ça me parle aussi, mais je ne l'ai pas lu. Et du coup, prête-le-moi quand toi tu l'auras lu. Et celui-ci, en revanche, je l'ai lu. Il parle de voyage, il parle de Mongolie, il parle de connaissance de soi, de sagesse ancestrale, d'appartenance écologique. Et celui-ci, je l'ai lu, je suis convaincu qu'il va te plaire. Bienvenue. Le titre, c'est La diagonale de la joie. Corinne Sandon. Merci beaucoup.